La pluie martelait la toile de la tente comme un reproche du ciel. Et je me recroquevillais dans mon sac de couchage, le cœur battant au rythme d'une solitude que j'avais choisie. Soudain, un craquement sec brisa le silence de la forêt. Et avant que je puisse attraper ma lampe torche, la fermeture éclair s'ouvrit d'un geste brutal, laissant entrer un courant d'air froid et l'ombre d'un homme qui n'avait rien à faire là. « Qui es-tu » murmurai-je d'une voix tremblante. Mais ses yeux, deux pluies d'orage, me clouèrent sur place. Et dans cet instant suspendu, je sus que ma fuite en solitaire venait de basculer dans l'inconnu. Je m'appelais Nolan. 28 ans. Un New-Yorkais exilé à Paris depuis 2 ans pour un job de graphiste freelance qui payait les factures mais rongeait l'âme. La France, avec ses rues pavées et ses cafés enfumés, m'avait attiré comme un mirage, promettant une renaissance loin des néons impitoyables de Manhattan. Mais la réalité avait été un lent étouffement, des nuits solitaires dans un studio exigu du Marais. Des flirts éphémères sur Grindr qui se terminaient en regrets. Et une famille transatlantique qui feignait l'acceptation tout en murmurant des prières pour ma guérison. C'est pourquoi, un vendredi d'octobre pluvieux, j'avais jeté mon sac à dos dans le coffre de ma vieille Renault et filé vers les Alpes. Direction le parc national des Écrins. Un camping sauvage. Seul avec mes démons. Pour confronter le vide qui me rongeait. Ou du moins, c'est ce que je me racontais. La tente était plantée au bord d'un lac alpin, entourée de pins noirs qui ployaient sous l'averse. J'avais passé l'après-midi à randonner, à laisser la boue m'engluer les semelles comme une métaphore de mes échecs amoureux. Le dernier en date, un Français nommé Julien, m'avait largué par texto après avoir avoué qu'il n'était pas prêt le code pour « je préfère les filles ». Finalement, j'avais ri. Amer, en effaçant son numéro. Mais ce soir-là, alors que la nuit tombait comme un linceul, la solitude pesait plus lourd que le sac de provisions abandonné dehors. Et puis, lui. L'homme qui avait forcé l'entrée de ma tente n'était pas un rôdeur ordinaire. Grand, les épaules larges sous une veste imperméable trempée. Il avait une barbe naissante poivrée, celle qui soulignait une mâchoire carrée. Et des cheveux noirs plaqués par la pluie. Ses yeux, d'un vert profond comme les eaux du lac, balayaient l'intérieur exigu avec une urgence contenue. « Pardon » dit-il d'une voix rauque. Accent français pur, teinté d'une gravité qui fit frissonner ma peau. Je ne voulais pas vous effrayer. Mon feu de camp s'est éteint. Et cette tempête. Je cherche juste un abri. Je me redressai, le cœur cognant. Une partie de moi hurlant de refermer la tente. L'autre curieuse, attirée par cette intrusion comme un papillon par la flamme. « C'est ma tante » répliquai-je. Mais ma voix manquait de conviction. Il hocha la tête, sans bouger. Et je vis alors la goutte de sang sur sa main ou une égratignure superficielle. Probablement d'une branche. Pas de menace. Juste un homme perdu dans la nuit. « Gabriel » se présenta-t-il, tendant la main valide. Je la serrai, sentant la chaleur de sa paume contre la mienne froide. Nolan. Américain. Et vous? Vous campez seul aussi? Il rit. Un son bas et mélancolique qui résonna dans l'étroitesse de l'abri. Seul? Oui. C'est une habitude. Il s'assit en tailleur à l'entrée, respectant une distance invisible, et sortit un thermos de sa poche. T'es chaud? C'est tout ce que j'ai. J'acceptais. Et tandis que la vapeur montait entre nous, la pluie dehors sembla s'apaiser. Comme si le destin retenait son souffle. Nous parlâmes d'abord des banalités, la météo imprévisible des montagnes, les sentiers les plus escarpés. Mais bientôt, les mots se firent plus intimes.
Il était professeur d'histoire à Grenoble. Quarantaine affirmée. Veuf depuis 5 ans. Ma femme. Un accident de voiture, murmura-t-il. Les yeux fixés sur la flamme de la lampe. Et vous? Qu'est-ce qui vous pousse à fuir jusqu'ici? Je hésitais. Puis lâcher tout, la ville qui m'étouffait. Les amours ratés. Le poids d'être gay dans un monde qui tolère mais n'embrasse pas. Ses yeux ne jugèrent pas, au contraire. Ils s'adoucirent. Et quand il posa une main sur mon genou, un geste fugace. Presque accidentel, une étincelle traversa l'air confiné. La solitude est un maître cruel, dit-il doucement. Mais parfois, elle nous guide vers ce qu'on fuit le plus. La nuit s'étira. Nos voix se mêlant à la rumeur de la forêt. À un moment, épuisé, je m'endormis contre son épaule. Son bras autour de moi comme un rempart contre le froid. Au matin, la tente était vide. Mais un mot griffonné sur un bout de papier, merci pour l'abri. Rendez-vous au refuge du lac à midi? Gabriel. Mon cœur sauta. Était-ce réel? Ou un rêve né de la tempête? Je pliai la tente avec des mains tremblantes. L'excitation mêlée à une peur sournoise. Qui était cet homme qui avait forcé ma bulle? Et pourquoi son regard me hantait-il déjà comme une promesse volée? En descendant vers le lac, le soleil perçait les nuages. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentis vivant, vulnérable, prêt à plonger. Midi sonna au carillon lointain d'un village. Et je le vis, adossé à un rocher. Un panier de pique-nique à ses pieds. Tu es venu, sourit-il. Et dans ce tu familier, une intimité naquit. Nous mangeâmes du pain frais, du fromage et du vin rouge qui réchauffa nos veines. Les mots coulèrent, ses souvenirs d'étudiant à Paris. Mes rêves brisés à New York. Il avoua sa propre lutte après la mort de sa femme. Il avait exploré ses désirs enfouis. Des nuits confuses dans des bars gays de Lyon. Une identité qui se révélait tardivement. J'ai 45 ans. Nolan. Et je découvre encore qui je suis. Sa vulnérabilité me toucha. Et quand nos mains se frôlèrent sur la nappe, je ne reculai pas. L'après-midi nous surprit en randonnée. Main dans la main sur un sentier boueux. Le paysage alpin, avec ses pics enneigés et ses cascades, semblait conspirer pour nous isoler du monde. À un belvédère, il m'embrassa à un baiser hésitant d'abord, puis fiévreux. Ses lèvres salées par l'effort. Ses doigts dans mes cheveux. Désolé, murmura-t-il après. Mais je l'attirai plus près. Ne l'être pas. C'est ce que je veux. Ce soir-là, nous partageâmes sa tente. Plus grande. Plus chaude. Nos corps s'entrelacèrent sous les couvertures. Exploration timide puis passionnée. Ces murmures en français ô mon beau. Mon trésor me faisant fondre. Pour la première fois. L'amour ne semblait pas une illusion. Mais une flamme qu'on pouvait entretenir. Pourtant. Au cœur de la nuit. Alors qu'il dormait. Je vis son téléphone s'allumer, un message d'un nom inconnu. Rappelle-toi notre serment. J'ai. Un frisson me traversa. Qui était-ce? Et pourquoi Gabriel serrait-il les poings dans son sommeil? Les jours suivants s'étirèrent en une bulle enchantée. Loin des ombres du monde réel. Nous migrâmes vers un site plus isolé, près d'une clairière où les cerfs venaient boire à l'aube. Et notre routine naquit comme une danse instinctive, café partagé au lever du soleil. Randonnée où nos rires effaçaient les silences. Et nuit où nos peaux se racontaient ce que les mots omettaient. Gabriel était un amant attentif. Ses caresses patientes comme un professeur expliquant un théorème obscur. Et je me surprenais à lui confier des secrets que même mes meilleurs amis ignoraient. L'enfance à Brooklyn. Marqué par un père absent et une mère trop pieuse, le coming out à 18 ans.
suivi d'une dépression qui m'avait presque brisé. Mais sous cette idylle, une tension grandissait, invisible comme une faille dans la roche alpine. Son téléphone, qu'il gardait désormais éteint, vibrait parfois dans son sac. Et je surprenais ses regards lointains, fixés sur les horizons comme s'il y cherchait une échappatoire. Un soir, autour d'un feu crépitant, je posai la question qui me rongeait. Ce message? L'autre nuit. Qui est-ce? Il tressaillit, piquant une saucisse dans les braises. Un vieil ami. Rien d'important. Mais sa voix sonna faux. Et quand il changea de sujet, parlant de l'histoire des Huguenots fuyant les persécutions, je sentis un mur se dresser. Pourtant, l'amour nous liait encore. Le lendemain, nous gravîmes un pic modeste. Nos sacs légers. Nos cœurs lourds d'espoir. Au sommet, essoufflé, il me serra contre lui, le vent fouettant nos vêtements. Nolan, tu m'as réveillé. Après des années dans le noir, tu es ma lumière. Ces mots, sincères dans leur urgence, effacèrent mes doutes, et nous fîmes l'amour là, sur la pierre froide, sous un ciel d'azur impitoyable. C'était cru. Exalté. Un cri contre la solitude qui nous avait tous deux forgés. De retour au camp, la réalité nous rattrapa. Mon propre téléphone, que j'avais rallumé pour vérifier mes mails, affichait un message de mon agent, un contrat urgent à Paris. Deadline dans une semaine. Je dois rentrer, annonçai-je à Gabriel. Le cœur serré. Il pâlit, mais hocha la tête. Moi aussi. Les cours reprennent. Nous décidâmes de prolonger notre bulle jusqu'au dernier jour. Mais la perspective de la séparation instillait un poison doux. Cette nuit-là, lovés l'un contre l'autre, il murmura des promesses. Viens à Grenoble. Installe-toi chez moi. On construira quelque chose. J'acquiesçai, les larmes aux yeux, imaginant une vie, des dîners aux chandelles, des voyages en train vers la Côte d'Azur, une acceptation mutuelle de nos failles. Mais au matin, alors que je ramassais du bois, je l'entendis au téléphone. Voix basse. Derrière un bosquet. Oui. C'est moi. Je sais. Mais. Pas maintenant. Il est différent. Un silence? Puis, non. Je ne peux pas te trahir encore. Le mot trahir me frappa comme un coup de poignard. Je reculai. Le souffle court. Et quand il revint, feignant l'innocence, je tins ma langue. Était-ce de la paranoïa? Ou le début d'une fracture? Nous passâmes la journée en silence relatif, nos regards évitant les abysses. Le soir, pour sceller notre pacte, nous gravâmes nos initiales sur un arbre enneigé, entrelacés comme nos corps. Pour l'éternité, dit-il. Et je crus. Ou voulus croire. Le départ arriva trop vite. Nous descendîmes vers la civilisation en covoiturage. Sa vieille Peugeot brinque-ballant sur les routes sinueuses. À la gare de Grenoble, sous la pluie fine d'automne, nous nous embrassâmes comme si c'était la fin du monde. Appelle-moi ce soir, murmura-t-il. Et je montai dans le train, le cœur gonflé d'un mélange d'euphorie et d'angoisse. Paris m'accueillit avec son chaos habituel, métro bondé, klaxon furieux, et mon studio qui puait le renfermer. Je bossais tard, croquant des logos pour un client yankee. Mais mon esprit vagabondait vers les montagnes. À 22h. Son appel illumina l'écran. Tu me manques déjà, ronronna-t-il.
Et nous parlâmes une heure. Voix entremêlée de rires et de soupirs. Viens ce week-end, proposa Théil. Je t'attends. J'y allais. Sac rempli d'espoir. Sa maison. Une masure cosy au bord de l'Isère. Était un havre, livres empilés. Photos jaunies de voyage. Et un lit qui nous avala pour 2 jours de passion ininterrompue. Il cuisinait des ratatouilles. Me racontait des anecdotes sur Victor Hugo. Et nous marchions main dans la main le long du fleuve. Ignorant les regards curieux. C'était l'Amérique que j'avais fui à cette romance cinématographique. Avec ses drames intérieurs et ses happy ends forcés transplantés dans le réalisme français. Où l'amour se savoure comme un vin millésimé. Amer et doux. Mais le doute persistait. Un soir, fouillant son bureau pour un chargeur, je tombai sur une lettre froissée. Mon amour, ne me laisse pas seul avec ce secret. Ton frère compte sur toi. Signé. Élise. Une sœur? Non. Élise était le prénom de sa défunte femme. Et ton frère? Gabriel n'avait jamais mentionné de frère. Le papier tremblait dans ma main quand il entra. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Voix blanche. La confrontation éclata comme une tempête. Explique-moi. Qui est Élise vraiment? Et ce serment au téléphone? Il s'effondra sur une chaise. Le visage défait. Élise n'est pas morte dans un accident. C'était une mise en scène. Elle est vivante. Nolan. Et notre mariage était un mensonge pour couvrir. Pour couvrir mon frère. Les mots tombèrent comme des pierres. Son frère, Alexandre, était un activiste gay. Traqué par des extrémistes dans les années 90. Pour le protéger, Gabriel avait épousé Élise. Une amie complice. Fabriquant une façade hétéro. Mais Élise, amoureuse pour de vrai, avait sombré dans la dépression. Et l'accident était une disparition volontaire. Un suicide déguisé pour les libérer tous. J'ai porté ce secret 10 ans, avoua-t-il. Larmes coulant. Et maintenant, elle est revenue. Menaçant de tout révéler si je ne l'aide pas à réparer notre vie. La trahison me frappa. Non pas par le mensonge où l'amour n'était pas fin. Mais par le poids qu'il portait seul. M'excluant de son fardeau. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, criai-je. Parce que je t'aime trop pour te salir avec ça. Nous pleurâmes ensemble. Et dans cette vulnérabilité, notre lien se raffermit. Plus profond. Plus réel. Pourtant, le poison s'instillait. Élise appela le lendemain. Voix éthérée à l'autre bout du fil. Laisse-le tranquille, sifflai-je. Mais elle rit doucement. Il est à moi d'abord. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Un équilibre précaire entre extase et abîme. Je quittai Paris pour Grenoble. Installant mon atelier dans un coin de son salon encombré de manuscrits jaunis. Nos journées se fondaient en un rythme domestique, lui à l'université. Disséquant les révolutions françaises avec une passion qui me fascinait, moi. Croquant des visuels pour des marques de luxe. Entrecoupé de pauses où il m'embrassait dans la cuisine. Ses mains farineuses de pain frais. Les nuits étaient nôtres. Exploration lente. Ses murmures je t'aime. Mon américain rebelle effaçant les fantômes. Mais Élise planait comme un spectre. Ses appels sporadiques. D'abord suppliants. Puis accusateurs. Miner notre paix. Il t'utilise pour oublier, me lança-t-elle un jour. Voix chevrotante. Demande-lui pour la nuit où il m'a laissé seul. Gabriel. Confronté. Avoua une dispute fatidique, ivre de regret. Il avait passé une nuit avec un homme à Lyon. La seule infidélité de leur mariage fictif.
C'était une erreur. Un cri de désespoir, expliqua-t-il. Yeux baissés. Élise l'a appris. Et c'est ce qui l'a poussé à bout. La révélation me tordit les tripes. Pas par jalousie, l'histoire était ancienne. Mais par la chaîne de souffrance qu'elle traînait. Tu portes trop seul, lui dis-je. Et pour la première fois. Il accepta de consulter un thérapeute. Un vieil ami discret qui écoutait nos confessions dans un cabinet aux murs tapissés de cartes anciennes. Là, sous les yeux bienveillants du docteur Moreau, nous déballâmes nos valises émotionnelles, mon peur de l'abandon. Héritage d'un père volage, sa culpabilité. Ancré dans un serment fraternel qu'il avait volé à lui-même. L'amour grandit dans cette alchimie. Un week-end. Nous fûmes à Annecy. Lac turquoise sous un ciel d'opale. Et là, sur une barque brinque-ballante, il me demanda en mariage non pas un anneau clinquant, mais une promesse, soyons vrais. Ensemble. Sans masque. Je dis oui. Riant à travers les larmes. Et nous scellâmes cela d'un baiser salé par l'eau du lac. C'était romantique à la française. Sans fanfare. Juste deux âmes se reconnaissant dans le reflet miroitant. Pourtant, le conflit couvait. Alexandre, le frère de Gabriel, refit surface à un homme usé par l'exil. Vivant à Marseille sous un faux nom. Il débarqua un soir. Silhouette émaciée dans l'encadrement de la porte. Yeux hantés par des décennies de peur. Frangin. J'ai besoin de toi, implora-t-il. Et Gabriel, déchiré, m'entraîna dans la confidence totale. Alexandre avait été impliqué dans un scandale des années 80, un réseau underground gay. Infiltré par la police. Menant à des arrestations brutales. Pour le sauver, Gabriel avait endossé le rôle du mari parfait. Mais Élise, témoin involontaire, en avait gardé une rancune venimeuse. La réunion fut un champ de mine. Alexandre me serra la main. Voix rauque, merci d'aimer mon frère comme il mérite. Mais Élise, informée par un instinct de harpie, envoya une lettre anonyme à l'université, des insinuations sur le passé trouble de Gabriel, menaçant sa carrière. Le scandale éclata en une de l'hebdomadaire locale, professeur impliqué dans scandale familial. Et les collègues murmurèrent. Les étudiants fixèrent avec curiosité malsaine. Gabriel s'effondra. Je ne peux pas te traîner là-dedans, murmura-t-il une nuit. Après une énième convocation du doyen. Rentre à Paris. Nolan. Sauve-toi. Sa voix, brisée, me lacéra le cœur. Non, répliquai-je farouchement. On affronte ça ensemble. Nous publiâmes une déclaration commune. Vérité édulcorée, un mariage de façade pour protéger un frère persécuté. Une tragédie personnelle. Les médias, avides de drames humains, relayèrent l'histoire comme un roman de Zola aux misères. Rédemption. Amour interdit. Mais la trahison vint d'où je ne l'attendais pas. Alexandre, reconnaissant, offrit un cadeau, des documents prouvant l'innocence de Gabriel. Mais en les compulsant seul, je découvris une ombre, une lettre d'Élise à Alexandre, implorant son aide pour reconquérir Gabriel. Pire, une photo, Gabriel et Alexandre, jeunes, enlacés d'une façon trop intime. Était-ce? Non. Impossible. Pourtant, le doute s'insinua. Poison lent. Je confrontai Gabriel. La photo tremblante. Dis-moi la vérité. Ton frère. Et toi? Il blêmit. Puis rit un rire douloureux. C'est ce que tu crois? C'était une soirée d'adieu. Avant son exil. On était sous. Perdu.
Mais rien de plus. Élise a fabriqué ça pour nous détruire. Les larmes coulaient sur ses joues. Et je le crus. Ou voulus croire. Mais la graine était plantée. Élise frappa plus fort. Elle surgit à notre porte un matin pluvieux. Silhouette fantomatique. Cheveux défaits. Rends-le-moi, hurla-t-elle à mon intention. Griffe sortie. Gabriel la repoussa doucement, c'est fini. Élise. Laisse-nous. Mais elle s'effondra en sanglots. Révélant son propre secret, enceinte. Des années plus tôt. D'un amant anonyme. Elle avait avorté seule. Rongée par la honte d'un mariage vide. Tu m'as trahi en premier, accusa-t-elle. Et dans son regard. Je vis non la haine. Mais une femme brisée. Cherchant absolution dans la destruction. Le climax survint lors d'une réception universitaire, où Gabriel devait défendre sa thèse sur l'identité cachée dans la littérature française. Élise y débarqua. Ivre. Micro en main volée, il est un menteur. Un sodomite qui a ruiné ma vie. Le silence tomba. Puis les flashs crépitèrent. Gabriel. Pâle. Monta sur scène. Me serrant la main. Oui. Je suis gay. Oui. J'ai menti pour protéger ma famille. Mais l'amour vrai ne ment pas. Sa voix. Ferme. Transforma le chaos en triomphe, les applaudissements fusèrent. Sporadiques puis unanimes. Mais dans la foule, Alexandre disparut. Et avec lui, les documents volés. Soupçonne au jeu. Par Élise dans la cohue. La tempête médiatique nous engloutit comme un raz-de-marée alpin. Journaux nationaux titrèrent sur le professeur et son secret d'amour. Mélangeant voyeurisme et pathos. Tandis que les réseaux sociaux bruissaient de soutien #amour vrai. Message de la communauté LGBTQ+ française. Même un coming out viral d'un étudiant inspiré. Gabriel. Propulsé en héros tragique. Fut invité à des débats télévisés. Où sa dignité, forgée dans le feu des mensonges passés, rayonnait. Moi. En retrait. Je gérais les coulisses, appel d'agents littéraires pour son histoire. Offre de documentaires. Et les nuits où il tremblait contre moi. Hanté par les baissies. Pourtant. La trahison d'Élise, où était ce Alexandre? Nous rongeait. Les documents manquants contenaient des preuves cruciales, des témoignages sur le réseau underground. Exonérant non seulement Gabriel mais révélant une conspiration policière oubliée. Sans eux. Une enquête rouvrait. Menaçant Alexandre d'extradition vers un passé impitoyable. Je dois le retrouver, déclara Gabriel un matin. Valise en main. Seul. Son regard, suppliant, me brisa. Pas sans moi, répliquai-je. Et nous partîmes pour Marseille. Ville aux ruelles labyrinthiques où l'exil se niche comme une ombre. Le voyage fut un pèlerinage intime, train de nuit. Compartiment exigu où nos corps se pressaient. Murmure d'amour contre le ronron des rails. Tu es mon encre, souffla-t-il. Et je crus. Dans cette proximité forcée. Que rien ne pourrait nous séparer. Marseille nous accueillit avec son Mistral cinglant et son port grouillant. Mélange de sel et de secret. Nous traquâmes Alexandre dans le panier. Quartier aux façades ocre écaillées. Interrogeant d'anciens contacts un barman au tatouage fané. Une libraire aux yeux perçants. Il est parti hier, nous dit-elle. Vers les Calanques. Fuyant ses démons. Les Calanques. Ces fjords méditerranéens aux eaux turquoises impitoyables. Devint notre labyrinthe. Nous randonnâmes des heures. Sacs alourdis par l'angoisse. Et au crépuscule du 3e jour. Nous le trouvâmes, assis sur un promontoire. Cigarette aux lèvres. Regard perdu sur la mer.
Vous n'auriez pas dû venir, grogna-t-il. Mais ses yeux trahissaient le soulagement. Autour d'un feu improvisé. Il avoua, Élise l'avait contacté, promettant les documents en échange d'un service convaincre Gabriel de l'héberger. De reprendre leur vie pour un enfant imaginaire. Elle est folle de douleur, murmura Alexandre. Et moi? J'ai cédé. Par peur. La révélation frappa Gabriel comme un ouragan. Tu m'as trahi? Pour elle? Son frère baissa la tête. Voix brisée, pour nous sauver tous. Mais j'ai tout perdu, les papiers dans la fuite. La nuit tomba. Lourde de non-dits. Et je sentis la faille s'élargir, Gabriel. Dévasté. Se tourna vers moi. Quête de réconfort. Mais ses yeux portaient une ombre nouvelle au regret. Peut-être. Pour une fraternité empoisonnée. Nous rentrâmes à Grenoble. Brisés mais unis. Et là. Le vrai climax éclata. Élise, traquée par ses propres mensonges, se présenta à la police, une confession délirante, accusant Gabriel de complicité dans sa disparition. Les menottes cliquetèrent dans notre salon. Flash des caméras dehors. Et je hurlais. Impuissant. Tandis qu'on l'emmenait. C'est un piège, criai-je au commissariat. Mais les lois françaises, rigides comme la pierre, exigèrent une garde à vue. Les heures s'étirèrent en enfer. Seul dans la maison vide, je fouillais frénétiquement, trouvant enfin une copie des documents cachés dans un livre de Proust. Ironie cruelle. Avec l'aide du thérapeute Moreau, contacté en urgence, je contactai un avocat pro bono de la communauté gay. Et nous contre-attaquâmes, preuve en main. Élise fut démasquée comme mythomane. Son suicide, un canular pour l'assurance vie. Alexandre, témoin clé, réapparu, prêt à témoigner pour laver l'honneur familial. Au tribunal. Scène digne d'un Balzac moderne. Gabriel se dressa. Voix ferme, l'amour n'est pas un crime. Et le mensonge, quand il protège, est une vertu. Élise, menottée, pleura enfin vrai au nom de rage, mais de libération. Acquitté. Gabriel m'embrassa sur les marches. Sous les applaudissements des militants rassemblés. Un baiser qui scella notre victoire. Salé de larmes collectives. Mais la trahison finale vint d'Alexandre. Dans l'euphorie post-procès. Il avoua. Lors d'un dîner arrosé, j'ai aimé Gabriel. Autrefois. Pas comme un frère. Le silence tomba. Assourdissant. Gabriel. Blême. Secoua la tête, c'était réciproque. Une fois. Adolescent. Mais on a choisi la voie du sang. Pas de la chair. La révélation, bien que close, fissura quelque chose en moi, au nom la jalousie. Mais la peur d'un amour bâti sur des sables mouvants. Élise. En thérapie forcée. Nous écrivit une lettre, pardonnez-moi. J'ai aimé un fantôme. Humanité dans la tourmente. Elle devint un rappel, même les traîtres saignent. L'hiver s'installa sur Grenoble comme un manteau de neige pudique, apaisant les plaies encore vives. Gabriel et moi, forgés par le feu, reconstruisions pierre à pierre. L'université le réintégra en héros. Ses cours sur l'identité queer bondés d'étudiants avides. Et je lançai une expo de mes dessins, portraits alpins inspirés de lui. Vendus à des galeries parisiennes. Notre maison devint un sanctuaire, dîner aux chandelles où l'on disséquait Camus. Promenade en raquette où nos rires défiaient le froid. Pourtant, les ombres persistaient. Alexandre partit pour Lisbonne. Exil choisi. Laissant une lettre, protège-le. Nolan. Il est plus fragile qu'il n'y paraît.
Gabriel, lisant ces mots, s'effondra en sanglots au nom de tristesse, mais de libération. J'ai porté ce secret pour lui. Pour nous. Maintenant. Je suis libre. Dans ses bras. Je sentis notre amour mûrir. Passant de la passion fiévreuse à une tendresse profonde. Humaniste. Où les failles deviennent force. Élise. De son asile thérapeutique. Nous rendit visite un printemps timide. Frêle. Les yeux clairs. Elle s'assit à notre table. Thé fumant entre les mains. Je vous ai haï, avoua-t-elle. Voix douce. Mais c'était moi que je haïssais, une femme aimant un homme qui ne pouvait l'aimer. Gabriel lui prit la main, nous étions tous prisonniers. Le pardon naquit là. Fragile. Dans un silence partagé. Et elle partit plus légère. Promettant des nouvelles d'un nouveau départ à Bordeaux. Le nôtre culmina lors d'une retraite dans les écrins. Là où tout avait commencé. Nous plantâmes une nouvelle tente au bord du lac. Et sous les étoiles. Gabriel mit un genou à terre à un anneau simple. Argenté. Gravé et neigé. Épouse-moi. Pas pour le monde. Mais pour nous. Les larmes coulèrent. Et je dis oui. Scellant avec un baiser qui goûtait la pluie d'octobre et les promesses tenues. Le mariage fut discret. Une cérémonie civile à la mairie de Grenoble. Entouré d'amis Moreau le thérapeute. Des collègues queer. Même un mot d'Alexandre par vidéo. Souriant depuis le Tage. Pas de gâteau extravagant. Juste un pique-nique au bord de l'Isère. Rire et toast à l'amour résilie. C'était américain dans son optimisme, ce refus du destin tragique. Mais français dans sa subtilité. Savourant les nuances grises comme un bon Bordeaux. Des années passèrent. Flou en bonheur quotidien. J'ouvris un studio à Grenoble. Mêlant graphisme et illustrations inspirées de nos voyages, Gabriel publia un mémoire. Masque et vérité, identité cachée en France post-guerre. Best-seller qui inspira des réformes sur les archives LGBTQ+. Élise nous envoya des photos de son fils adoptif. Un gamin aux yeux verts comme Gabriel. Symbole d'une rédemption collective. Un soir d'été. Assis devant notre feu de camp dans le jardin. Il me serra contre lui. Rappelle-toi cette nuit pluvieuse. Ta tante. Mon intrusion. Je ris. L'embrassant. Le meilleur cambriolage de ma vie. Et dans ce rire, je vis l'humanité de notre histoire, pas un conte de fées sans épines. Mais un roman où l'amour triomphe non par magie, mais par choix forgé dans la trahison. Poli par le pardon. Éternel dans sa vulnérabilité. Car au fond, dans ce monde de masques, trouver un cœur vrai, c'est la plus grande victoire. Et nous l'avions trouvé. Nolan et Gabriel. Deux âmes égarées dans les Alpes. Unies pour toujours.